Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ce soir, on vous parle du métabolisme et de l'activité physique. Alors, métabolisme, on le connaît, c'est le processus de transformation par lequel on va brûler nos calories. C'est un mécanisme qui joue un rôle essentiel dans la capacité à perdre des graisses, donc du poids. Euh, plus le métabolisme va être élevé, moins on stocke de réserves. Et ce sont les différences de métabolisme qui expliquent que certaines personnes ont tendance à prendre du poids au moindre écart, là où d'autres vont rester sveltes. Alors, c'est par conséquent intéressant de le stimuler, d'autant qu'il va diminuer avec l'âge. Métabolisme est influencé par trois facteurs. Un, le métabolisme de base. Deux, l'activité physique ou intellectuelle. Et oui. Et trois, la digestion. L'un influence l'autre, mais il n'est pas rare de voir des personnes faire beaucoup de sport, beaucoup d'efforts dans le sport pour trop peu de résultats. Alors, bonsoir Amine, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui peut expliquer tout ça? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, tout d'abord, il faudra s'entendre et définir sur ce que c'est que le métabolisme. Mhm, Donc, quand on dit métabolisme, on ne parle pas uniquement du métabolisme énergétique, donc au sens propre, bien que très souvent on pense à la production d'énergie quand on dit métabolisme. mhm, Bien que, donc là, c'est la partie du métabolisme qui va dégrader les substrats énergétiques, les nutriments, les macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, accessoirement, donc les protéines, afin d'obtenir de l'ATP, donc de l'énergie. Donc on parle ici de catabolisme énergétique. Catabolisme énergétique. Et dans le catabolisme lui-même, donc la partie du métabolisme qui sert à dégrader, on a d'autres types de catabolisme. Donc là, mhm, ce qui va nous intéresser ici, sans rentrer trop dans les détails, on va parler de catabolisme énergétique. mhm. Maintenant, dans l'autre sens, on a aussi l'anabolisme. Et là également, on peut parler d'anabolisme énergétique ou également d'anabolisme structurel. Donc, et il y a d'autres types d'anabolisme également. Donc, anabolisme, c'est en rapport avec la construction, donc le stockage des nutriments, des macronutriments surtout. Okay, donc, on stocke de la protéine au niveau du muscle sous certaines conditions et on stocke du gras au niveau du tissu adipeux sous certaines conditions, mais c'est plus facile de stocker du gras que de stocker des protéines. Donc, génétiquement parlant, on est programmé plus à stocker du gras que des protéines. Donc, ça, c'est le métabolisme et on peut dire, comme définition simple, très simplifiée du métabolisme, c'est que c'est l'association et de l'ensemble des réactions biochimiques, donc des voies métaboliques. L'ensemble de ces voies-là et l'interaction entre ces voies nous donne quelque chose de fonctionnel qui permet à l'organisme de fonctionner d'une certaine façon qu'on appelle le métabolisme. Donc, c'est l'ensemble des voies métaboliques, énergétiques ou de stockage ou autres. OK. Donc, dans ce sens-là, ta question qui est posée par rapport au métabolisme long et métabolisme rapide, Mhm. elle devrait s'orienter uniquement dans le sens du métabolisme énergétique. C'est-à-dire, ici, on parle du métabolisme énergétique dans le sens soit du catabolisme, de la dégradation des substrats énergétiques, soit dans le sens du stockage de ces substrats énergétiques. Et donc, on parle uniquement de cela ici. Donc, stockage des substrats énergétiques, le glucose, principal substrat Mhm. énergétique, stocké dans le foie et dans les muscles, et également les acides gras, les lipides, stockés dans les adipocytes blancs. Très accessoirement, les protéines au niveau musculaire, donc qui ne serviront pas à produire de l'énergie. Euh, dans certains cas, ça peut servir, mais dans des cas assez extrêmes. Mhm. Voilà. Donc, l'équilibre en fait entre catabolisme énergétique et anabolisme énergétique, l'équilibre entre oxydation des substrats énergétiques et
stockage de ces substrats énergétiques donne en réalité ce que toi tu appelles la vitesse du métabolisme. Donc, c'est en gros la vitesse du métabolisme énergétique. Donc, ça peut être rapide, ça peut être lent. Rapide et lent, c'est également très relatif. Alors, je pense que dans le sens où tu poses la question aussi, c'est que c'est rapide quand on veut perdre du poids et qu'on arrive à perdre du poids rapidement, et c'est lent quand on n'arrive pas à perdre du poids. Donc, je pense que c'est ça ta question. Et dans ce cas-là, donc, on comprend bien, puisque c'est un équilibre entre anabolisme et catabolisme, on comprend bien ici que si on a plus d'anabolisme, donc de stockage, que d'oxydation des substrats énergétiques, on aura, selon ce que je viens d'expliquer, on aura un métabolisme lent. Et le contraire est vrai. Donc, si on a plus de catabolisme et moins d'anabolisme, moins de stockage, eh bien, on aura un métabolisme rapide. Et dans ce sens-là, pour à ce moment-là répondre à ta question très brièvement, on a différents facteurs qui interviennent dans ce sens. Ce n'est pas uniquement ce qu'on appelle une balance énergétique, anabolisme, catabolisme, c'est modulé aussi. Alors, c'est une balance énergétique, mais c'est modulé par différents autres facteurs. Donc, le facteur principal, c'est le facteur génétique, où on a là plus de 200 gènes qui pourraient contenir des différentes mutations, SNP ou autres, polymorphisme ou autres, qui peuvent soit ralentir ou accélérer le métabolisme. Encore une fois, ici, lorsque je dis ralentir ou accélérer le métabolisme, selon la définition que j'ai donnée auparavant. Voilà. Donc, par exemple, on a un gène qui s'appelle FTO. Le FTO est très connu pour son association à l'obésité. Et donc, c'est un gène, apparemment, parce qu'on ne connaît pas tout sur le FTO, mais c'est un gène apparemment qui régule la thermogénèse au niveau des adipocytes bruns. Vous savez qu'on a trois types d'adipocytes, les blonds, les bruns et les beiges. Les beiges servent à se convertir au brun ou au blanc en fonction des conditions. Et les blancs servent à stocker du gras et les bruns servent à oxyder du gras, entre parenthèses, brûler des graisses. Donc, ce gène-là, FTO, régule donc cette thermogénèse. Donc, ça régule la dépense énergétique par les adipocytes bruns. Donc là, c'est un facteur parmi tant d'autres dans le grand facteur qui est le facteur génétique. On a dit qu'il y a plus de 100 gènes qui interviennent, soit directement ou indirectement. Le ratio aussi des adipocytes est important. Donc, indépendamment de la génétique, s'il y en a plus d'adipocytes bruns que d'adipocytes blancs, ou s'il y en a plus d'adipocytes blancs que d'adipocytes bruns, c'est pas la même chose. Donc, si on a plus de blancs, on va stocker plus. Si on a plus de bruns, on va oxyder plus, par exemple. La thyroïde aussi comme accélérateur du métabolisme, métabolisme énergétique notamment, peut être donc un facteur qui pourrait ralentir ou accélérer le métabolisme également. La vitesse à laquelle les cellules, et donc plus précisément les mitochondries, fabriquent de l'ATP, donc de l'énergie, est aussi importante et un important modulateur de la vitesse du métabolisme. Donc, dans le marqueur moléculaire, l'un des marqueurs moléculaires les plus connus, c'est l'AMPK. Plus on a d'AMPK, plus on a d'ATP disponible, moins on a d'ATP disponible notamment. Et d'autres facteurs, l'inflammation, les carences micronutritionnelles, puisqu'on a besoin de cofacteurs pour que le métabolisme puisse fonctionner, etc. Il y a tellement de facteurs qu'on ne pourra pas les détailler ici, mais vous avez compris qu'on a une balance énergétique, puis plein de facteurs qui viennent converger ici et moduler cette balance énergétique. C'est ce qui fait la complexité de tout ce qui concerne le métabolisme énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment en fait l'activité physique va permettre de relancer le métabolisme qui s'est mis parfois un peu en veille ou qui n'a jamais été éveillé pour certaines personnes?
Oui, l'activité physique, quand Oui. on parle d'activité physique, en fait, déjà on a plusieurs types d'activités physiques, Mhm. mais indépendamment du type d'activité physique, l'activité physique comme étant un moyen qui permet d'accélérer le catabolisme des substrats énergétiques. Donc c'est un moyen de dépense en fait. Et c'est le moyen le plus important pour dépenser de l'énergie, pour oxyder les macronutriments. Mhm. C'est le moyen le plus important. On a différents types d'activités euh, émotionnelles, sexuelles, etc. Mhm. Et l'activité physique, comme on est toujours en activité physique, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace qui fait on dépense plus ou moins de l'énergie en fonction de la quantité Mhm. d'activité physique qu'on fait par jour. Euh, et c'est pour ça que donc un diététicien, quand il veut calculer l'apport calorique Calorique. journalier, Ouais, ouais. voilà, ben il va mesurer, calculer le métabolisme de base et en plus de ça, il y a des coefficients qui permettent en Mhm. fonction de l'activité, donc de l'activité physique principalement, de mesurer cet apport calorique journalier. Et donc là, on prend en compte l'activité physique. Donc, ça ne veut pas dire que les autres activités ne servent à rien, mais ça veut dire que l'activité Mhm. qui a le plus de dépenses énergétiques, c'est bien l'activité physique, puisque euh, la masse musculaire, c'est les muscles qui font bouger l'organisme, et donc puisque la masse musculaire est importante, donc on a une dépense énergétique très importante dans ce sens. Donc, de ce point de vue-là, un effet direct de l'activité physique, Mhm. c'est d'augmenter la dépense énergétique. D'autres effets également sur les hormones, sur Mhm. notamment la thyroïde, sur les neurotransmetteurs également, euh, donc surtout les neurotransmetteurs catécholamines dont on a besoin au cours Mhm. d'activité physique, sur le cortisol, par conséquent sur l'inflammation, sur le système immunitaire en général. Donc il y a plusieurs cibles métaboliques sur lesquelles l'activité physique agit, que ce Mhm. soit dans l'immédiat, donc on parle ici d'adaptation immédiate à Direct, ouais. l'effort, Ouais, ouais. et puis on a aussi des adaptations sur le moyen et le long terme. Mhm. Et est-ce que tu peux nous parler des différentes intensités? Parce qu'on sait que certaines personnes vont devoir aller lentement et sur un long temps et d'autres vont devoir mettre plus d'intensité. Euh, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il y a des choses qui sont favorables à l'une ou à l'autre typologie de personnes? Oui, il y a plusieurs protocoles en fait Mhm. d'activité physique ici. Euh, le protocole classique ancien, c'est l'activité physique aérobie, Mhm. c'est-à-dire l'activité physique qui ne dépasserait pas le deuxième seuil anaérobie, donc où il n'y a pas beaucoup de production de lactate. D'accord. Euh, et donc, sur cela, les anciennes études qui ont été faites, les études les plus anciennes dans ce sens, vont aller estimer la période ou la durée Mhm. nécessaire d'activité physique dans ce sens, donc de ce qu'on appelle maintenant le cardio, Mhm. afin que l'on puisse commencer à voir ce qu'on appelle le point d'inflexion dans la dépense énergétique à partir ou à travers les lipides, les graisses. Mhm. Ça veut dire que on cherche la période sur ces études-là, on cherche la durée plutôt, la durée d'exercice Mhm. nécessaire afin qu'on puisse commencer à puiser significativement, voire très significativement au niveau des graisses. Et donc là, on a des études qui montrent 30 à 40 minutes à peu près Mhm. d'exercice, donc de cardio, en fonction des personnes et de plein de choses aussi, hein. Ça peut être un peu moins, un peu plus, c'est des moyennes. Donc ici, on a besoin de plus, en général, on dit de plus de 40 minutes. Donc à Mhm. partir de 40 minutes, on commence à utiliser les graisses de façon significative. Ça ne veut pas dire qu'avant les 40 minutes, on ne va pas les utiliser Mhm. du tout.
On les utilise, mais là, on va voir ce qu'on appelle le point d'inflexion, c'est-à-dire une accélération exponentielle dans l'oxydation des lipides à partir de 40 minutes. Donc ça, c'est le type d'activité physique classique. Puis on a aussi un type d'activité physique qui est très à la mode actuellement, le HIIT, qui est High Intensity Interval Training, qui aussi est recommandé pour la perte de poids également, où là, on a donc cette période-là qui est assez minimale. Hein. Mais souvent, ce qui serait le plus intéressant, en fait, c'est de faire une combinaison des deux, en réalité, méthodologiquement parlant. Méthodologie de l'entraînement, on peut faire une combinaison des deux. C'est-à-dire, le cardio, c'est de l'exercice continu. Donc, on fait en cours, on fait du vélo, etc., sans arrêt, jusqu'à ce qu'on finisse la période. Par exemple, admettons, on va faire 1 heure, ben, on court pendant 1 heure, on marche pendant 1 heure, on fait du vélo pendant 1 heure, et ainsi de suite. La combinaison, en fait, entre ce qu'on appelle les activités intermittentes, de courte durée, et l'exercice continu, ça équivaut en fait à faire des temps d'arrêt, c'est-à-dire on fait toujours l'exercice continu, dans lequel on va installer des temps d'arrêt, donc des temps de repos, d'1 minute à peu près, 30 secondes, 1 minute. On peut faire par exemple des séries de 10 minutes, de 15 minutes, intercalées d'1 minute ou de 30 secondes à peu près, afin qu'on puisse avoir une certaine récupération. C'est une récupération partielle, récupération où la fréquence cardiaque va diminuer et puis la fréquence respiratoire aussi va diminuer. Donc, on récupère un petit peu, pas une récupération complète, mais une récupération partielle, afin qu'on puisse enchaîner la prochaine série, avec plus d'intensité. Donc, le plus important ici, c'est d'avoir donc ces temps de repos afin qu'on puisse faire les séries à une intensité plus importante, ce qui n'est pas permis si on fait un exercice continu en direct. Parce que sinon, on va s'arrêter avant la fin de la durée de la séance qu'on avait fixée auparavant. Donc, on a ces 3 types d'activités physiques classiques. Et selon moi, c'est ce type-là, hybride, entre l'intermittence et le continu, qui fonctionne le mieux. Après, bien sûr, en fonction des individus, en fonction des cas, en fonction de leur génétique et tout ça, donc ça diffère d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'on trouve des résultats différents en fonction des études, en fonction de l'échantillon qu'on utilise dans l'étude. Et en termes de planification, on est plutôt sur quoi? Sur 2-3 séances par semaine ou plus? Alors, ça dépend. Si c'est au début avec quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie ou qui n'a pas fait de sport depuis assez longtemps, il faut commencer très progressivement. Parce que ce qui est très problématique dans ces cas-là, ce sont, les courbatures, parce que la plupart des gens se découragent à cause des courbatures. Et donc, plus il y a de courbatures, plus le risque donc d'arrêter carrément l'activité physique et d'être découragé est plus important. Et puis, il y a les blessures également. Donc, une blessure peut durer, si elle est bien prise en charge, elle peut durer, l'arrêt qui est amputé à cette blessure peut durer plusieurs mois. Donc, c'est très problématique. Donc, il faut commencer très, très doucement, quitte à commencer par une séance par semaine, comme chez certains individus, voire, bon, en général, c'est 2 séances par semaine et on augmente légèrement. Pour le cardio, on peut faire tous les jours. Pour le cardio, on peut faire tous les jours. Pour des exercices plus intenses, on peut faire 1 jour sur 2, par exemple. Plus tard, pas au début. Au début, il faut aller progressivement, il faut suivre le niveau de forme de la personne, la condition physique de la personne. Mais pour le cardio, on peut faire très, très régulièrement. Et pour donc, le modèle hybride,
également, on peut faire tous les jours, voire 5 jours par semaine. Quand on est bien entraîné à un moment donné, on augmente progressivement la fréquence et on peut arriver à cela. L'idéal, c'est pas de faire des séances trop longues. L'idéal, c'est juste de dépasser les 40 minutes, en fait. Voilà. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on se sent, il ne faut pas non plus être extrêmement rigide dans la planification. Si un jour on se sent en bonne forme, on peut faire plus. Si un jour on se sent fatigué, on fait le minimum. C'est pour ça que dans la planification, il ne faut pas être extrêmement rigide. Il faut déterminer des fourchettes. C'est-à-dire, par exemple, on peut faire de 50 minutes je parle ici de cardio, par exemple, de 50 minutes à 1h20, par exemple. Et le jour où on est en forme, on peut aller jusqu'à 1h20. Le jour où on est moins en forme, on peut faire juste 50 minutes. Oui, et rappeler qu'on peut aussi faire différentes formes de sport dans la semaine Oui, et pas systématiquement devoir aller courir et impérativement aller courir. exactement. La marche active est aussi un sport. Enfin, moi, j'ai en tête aussi la corde à sauter qui est un sport qui fait bouger énormément le corps, énormément de muscles. Donc, inévitablement, on brûle quand même quand on fait de la corde à sauter. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut le faire à l'intérieur aussi. Il ne faut pas Exact. spécialement Oui, tout à fait. beaucoup d'espace parce que suivant la météo, c'est parfois aussi assez pesant pour certaines personnes de sortir et d'aller faire du sport. Moi, je suis plutôt un sportif d'intérieur, donc je fais fort attention à la météo. On en a parlé pendant des années, enfin, ça fait un petit temps maintenant qu'on en parle. Le sport à jeun, tu en penses quoi? Alors, ça dépend. Si là, on parle d'une personne lambda ou d'un sportif Mhm. amateur, c'est excellent. C'est excellent. Le- L'un des moyens anti-âge les plus puissants, c'est bien l'activité physique, mais Mhm. encore plus puissant, c'est le jeûne, la restriction calorique. Mhm. Donc, si on pourrait combiner les deux, c'est bien. C'est excellent. Donc, ça a un effet anti-âge très puissant. Maintenant, dans le cas du sport de haut niveau, c'est autre chose. Là, on regarde la plupart des études, on assiste à une baisse de la performance. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Et encore une fois, même au cours de l'entraînement d'un sportif de haut niveau, c'est pas grave s'il y a une baisse de la performance parce que on ne peut pas être performant à jeun comme quand on est en bonne forme et qu'on mange suffisamment. Maintenant, le problème réel dans le sport de haut niveau, c'est la compétition à jeun. Mhm. Là, Ouais, ça ouais. pose des soucis, mais le sport à jeun est toujours très bien. Maintenant, c'est plus ou moins toléré en fonction des personnes et c'est juste une question Mhm. d'adaptation plus métabolique que psychologique. Mhm. Donc, il faudrait s'habituer à cela. On peut faire, par exemple, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une séance comme ça à jeun le matin. Et puis, avec le temps, on peut augmenter la fréquence des séances à jeun. Et puis, il y a des personnes qui n'auront aucun problème à faire Mhm. ça. Ils peuvent faire ça tous les jours sans problème. Et c'est une question d'habitude uniquement. C'est une question de rééducation ou de réadaptation métabolique. Oui, effectivement, il faut commencer doucement. Et je pense que si on décide de le faire en course à pied, par exemple, ne pas se dire je pars à 8 km de la maison et j'ai 8 kilomètres à faire pour le retour. Parce qu'effectivement, si ça se passe un peu mal au 8e kilomètre, il ne faut pas oublier qu'il y a le retour. Et quand on marche, c'est plus long, évidemment. Laurence qui nous demande si le sport à jeun, plutôt à conseiller le soir ou le matin. Plutôt le matin. Tôt le matin. Le matin tôt. L'avantage aussi, effectivement, c'est le sport à jeun, pour moi, pour l'avoir pratiqué ou le pratiquer encore régulièrement, parce que c'est vrai que si je prends mon petit déjeuner, enfin, si on prend notre petit déjeuner et qu'il faut directement aller courir ou faire son sport, on reste avec quand même un poids sur l'estomac. Oui, Puis après, il y a la journée de travail
à suivre. Donc, effectivement, te voilà dans la lumière. C'est mieux. Donc, effectivement, le côté sport à jeun avant le petit déjeuner, ça me paraît pas mal, mais en tout cas, voilà, ça permet d'organiser ma journée différemment. Est-ce qu'il y a des aliments et des nutriments qui sont à favoriser pour augmenter le métabolisme? Ouais, pour augmenter le métabolisme, c'est-à-dire pour faire en sorte que le Cet métabolisme équilibre, oui, ouais. énergétique fonctionne correctement. Oui, bien sûr, bah, tu as déjà l'eau. Mhm, Ça, c'est mhm, c'est le plus important puisque enfin, là où il y a hydrolyse de l'ATP, on a besoin d'eau et dans la plupart des autres voies métaboliques, on a toujours besoin d'eau. mhm, Ça, c'est très, très important et les sportifs connaissent très bien ça. Lorsqu'ils sont déshydratés, il y a une baisse de la performance mhm, qui est très visible et un risque de blessure plus important. ouais, Et puis, on a d'autres aliments classiques, plus classiques qu'on connaît, bon, des aliments qui contiennent des stimulants, notamment en général de la caféine, mhm, le café, le chocolat noir, donc le cacao, et puis le thé vert aussi. Donc, ici, à favoriser par rapport au café, favoriser le thé vert, puisque donc là, on a une certaine quantité bon, qui n'est pas équivalente au café au en café, ouais. termes de caféine et théine. Mais en même temps, on a un précurseur aussi du GABA qui permet de rééquilibrer. C'est pour ça que là, on n'aura pas de stimulation très importante au niveau des catécholamines et donc un épuisement très rapide des stocks de micronutriments. Mhm, C'est ça qui arrive avec le café et ça peut produire aussi des problèmes, des épuisements de neurotransmetteurs très rapidement. mhm, Aussi, les aliments protéinés, donc les protéines d'origine animale. Le poisson est excellent, les œufs sont ouais, excellents aussi, les viandes aussi. Ok. mhm, Produits laitiers de préférence fermentés. Donc mhm, là, on a donc la plupart des acides aminés là, qui interviennent aussi dans l'activité physique, pas dans le métabolisme énergétique directement, mais dans le fonctionnement tout simplement du muscle. mhm, Au sein même de l'exercice, au cours même de l'exercice les enzymes en général, il faut le dire, les enzymes sont des protéines. Donc il faut mhm, des stocks d'acides aminés pour pouvoir construire ces enzymes au cours même de l'exercice. Euh, la tyrosine, par exemple, comme précurseur des catécholamines, avec de la mhm, vitamine C et aussi pour avoir de l'adrénaline et de la noradrénaline, ce qui est très important au cours d'activité physique. Également les oméga 3, je dirais aussi la vitamine D. Il ne faut pas être carencé en ces deux micronutriments parce que sinon, ça ne fonctionnera pas bien puisque ce sont surtout les oméga 3 euh, également la vitamine A, qui sont des cofacteurs en général dans la signalisation intercellulaire et intracellulaire. mhm, Euh, et aussi la plupart des autres micronutriments, hein, c'est important, mais surtout les micronutriments directement impliqués dans la production d'énergie, mhm. notamment le Coenzyme magnésium, Q10, par exemple. ouais, coenzyme Q10, Mhm, magnésium, les vitamines du groupe P, mhm, l'acétylcarnétine surtout, puisque l'acétylcarnétine intervient dans la bêta-oxydation, l'oxydation des, des acides gras comme substrat énergétique. Donc l'ensemble de tout ça permet de relancer un peu la machine mhm. du métabolisme énergétique, surtout le catabolisme énergétique. Oui, oui. Justement, ben, tu as répondu en partie à une question là, qui vient d'être posée par Joséphine. Est-ce qu'on peut prendre de la L-carnitine comme brûleur de graisse? Et si Oui, oui, mais si on la voilà. prend alors qu'on fait rien du tout et qu'on est plein Oui. de carences ailleurs, ça sert à rien. Mais oui, ça devrait faire partie Mhm, d'une stratégie plus globale. Ok, donc, mais la L-carnitine, sans une activité physique suffisante, sans d'autres cofacteurs de la mitochondrie, ça n'a mhm, pas un impact très important. C'est pour ça qu'on a des résultats différents en fonction des cas. Euh, mhm.
parce que ça dépend. Si on a une mitochondrie qui fonctionne bien, est-ce qu'on a une activité physique suffisante pour pouvoir induire l'oxydation des acides gras? Et à ce moment-là, la carnitine jouera un rôle important. Mais sinon, la L-carnitine seule ne suffit pas du tout. Je dis ça parce que bon, je sais qu'il y a des recommandations dans ce sens où vous voulez perdre du poids, il faut prendre de la carnitine, de l'acétylcarnitine, l'acétyl-L-carnitine. Ben, c'est pas suffisant tout seul. Ah, moi, je pensais que juste en prenant ça et en regardant la télé, ça fonctionnait. Ouais. Mariam qui nous demande, on dit que les sportifs ont un rythme cardiaque lent. À partir de quelle fréquence on diminue son rythme cardiaque? À partir de quelle fréquence on diminue son rythme cardiaque? L'information est vraie, c'est que c'est normal en fait. Plus on a un muscle cardiaque fort, plus il va Mhm. pomper du sang, plus le sang va arriver dans tous les tissus et dans les muscles notamment à moindre coût énergétique. Donc, Mhm. puisque la contraction d'un muscle fort va permettre de diminuer le nombre de contractions du cœur par minute, ce qui Mhm. correspond à la fréquence cardiaque. Et une personne qui a un muscle cardiaque plus faible ou qui a des problèmes au niveau des valves cardiaque va avoir une fréquence cardiaque plus importante. Donc, le cœur a besoin de se contracter plus vite et plus fréquemment pour pouvoir pomper suffisamment de sang ou une quantité équivalente de sang. Et donc, Mhm. cela, on l'augmente par l'entraînement. Et en général, c'est l'entraînement aérobie, l'entraînement, pas forcément uniquement aérobie, mais surtout l'entraînement autour des limites du seuil, VO2 du max. deuxième seuil anaérobie, Ah ouais. oui, de VO2 max et de deuxième seuil Mhm. anaérobie, euh, donc qui est le plus important. Donc, ce sont Mhm. les entraînements, ce qu'on trouve par exemple dans les sports, les courses par exemple, si on prend l'exemple Mhm. des courses, dans les courses de demi-fond en Ouais. général, de 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres. Mhm. Donc là où les entraînements se font sur cette base-là, donc ça diminue la fréquence cardiaque. Mhm. Maintenant, la question en elle-même, je ne comprends pas le On- but de la question en elle-même, mais bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, sinon, Mariam connaît le chemin pour nous poser les questions sans problème. Laurence qui nous demande si les aliments acidifiants sont à préconiser. Euh, Dans le sens où on voudrait mieux faire fonctionner le métabolisme pour Mhm. perdre du poids et tout ça, Mhm. oui, le plus normalement possible. Si l'alimentation est équilibrée, il n'y a pas de souci. Je pense que elle fait référence aux aliments protéinés, je Ouais, ouais, crois, ouais. aux viandes et tout ça, oui. Bah, l'alimentation n'a pas pour vocation d'être alcaline, hein. Ça, c'est un Mhm. mythe. Elle n'a pas non plus vocation à être complètement acidifiante, Ouais. hein. Donc, c'est un équilibre. C'est pour ça qu'on a les végétaux et euh, Mhm. les, les aliments d'origine animale. Donc, c'est un équilibre, en fait. Il faut un équilibre. Les aliments qu'on dit acidifiants ont aussi beaucoup d'autres propriétés et le fait, enfin, la compréhension, en fait, du fonctionnement du métabolisme ne se fait pas uniquement selon cette grille de l'équilibre acido-basique. Mhm. Il y a d'autres grilles de lecture qui sont plus pertinentes. Ça ne veut pas dire que l'équilibre acido-basique n'est pas pertinent. C'est pertinent, mais il faudrait l'intégrer dans un tout. Donc, l'alimentation doit être équilibrée dans le sens acido-basique. Et oui, il faut des aliments protéinés, même s'ils sont acidifiants. Tant pis, on Mhm. compense par d'autres aliments qui sont alcalinisants. Ouais, ouais. Alors, j'ai une question également de Cécile qui nous demande si l'apnée est un sport intéressant puisqu'elle vit au bord de la mer et qu'elle aime nager. Oui, c'est bien. La plongée en apnée, Mhm. c'est un très bon sport, oui. Ça augmente les capacités ventilatoires. Mhm. C'est excellent comme sport, oui. Bon, il faudrait
faudrait être formé à ça et accompagné à ça. Mais je pense que si elle nous parle de ça, c'est que c'est Oui, professionnel. j'imagine qu'il y a un suivi derrière, en tout cas, Ouais. un entraînement. Eh bien, je n'ai plus de questions. Amine, ben, merci comme d'habitude pour toutes ces lumières, effectivement, pour ce partage de connaissances. Je vous donne rendez-vous comme chaque semaine, ben, lundi prochain. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. À très bientôt. Salut Amine. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.